Bonjour à tous et bienvenue au Bombcast. Donc comme prévu, on fait une émission spéciale Ringolam à l'occasion de la sortie en Blu-ray de Twin Dragons que nous avions chroniqué dans l'émission précédente. Et dans cette dédicata, je suis accompagné ce soir de Jet Trigado. Salut. Scalp. Salut. Et donc moi-même Logan. Mais je vais laisser la parole directement à Jay. En général, les amateurs de polar hongkongais se rangent en deux catégories. Donc d'un côté, il y a les pro John Woo, qui reste le réalisateur le plus représentatif de l'image qu'on se fait du polar asiatique, privilégiant l'action avant tout. Et de l'autre côté, il y a les pro Ringolam qui sont attirés par une œuvre beaucoup plus sombre et réaliste, assez unique pour Hong Kong, laissant son spectateur plus d'une fois sur le carreau. Car chez Ringolam, la notion de héros n'existe pas, la violence est traitée de la manière la plus honnête possible et surtout, il y a un aspect psychologique absent de la plupart des productions hongkongaises. Si son genre de prédilection reste le polar, qui lui donne toute liberté pour explorer sa vision sans espoir de l'humanité, il aura su s'illustrer dans d'autres genres avec autant de pertinence, comme le wuxapian et même la comédie, à la fois conscient qu'il est dans une industrie qui ne pardonne pas l'échec, car il sera contraint à plusieurs reprises d'accepter des projets qui ne lui ressemblent pas de prime abord, mais dont il saura malicieusement transformer en projet personnel, et de l'autre côté, prouver son instinct de survie, rester soi-même quoi qu'il arrive, tel est le mot d'ordre de sa filmographie. Il faut dire que le personnage Ringolam est un cas intéressant. Connu pour être mal à l'aise devant les caméras et possédant un caractère assez ténébreux, il se destinait à être acteur. C'est d'ailleurs pendant ses classes de comédie qu'il fera la connaissance de son ami Chow Yun-fat, qui lui apportera son soutien à plusieurs reprises. Comprenant vite qu'il n'était pas fait pour être comédien, il va naturellement se diriger vers la télévision, qui à la fin des années 70 fut un vivier considérable de grands réalisateurs en devenir. C'est là notamment qu'il commencera à fréquenter un certain Johnny To et un Suyard, avant de démarrer sa carrière de metteur en scène en 1983 avec la comédie Esprit d'amour, puis 3 autres commandes assez médiocres pour le compte de la Cinema City, dont le 4e volet de la franchise Mad Mission, qui marquera la fin du Ringolam tâcheron. C'est seulement à partir de City on Fire, son 5e film en 1987, que Ringolam va définitivement se trouver en tant que metteur en scène et construire l'une des filmos les plus intéressantes que le cinéma n'ait jamais connues de mon point de vue. Nous allons donc aborder une sélection de ses meilleurs films en essayant de les replacer dans leur contexte au fur et à mesure de l'émission. Mais trêve de parole, je cède le micro à notre camarade Scalp qui va nous expliquer à juste titre pourquoi City on Fire doit être considéré comme un classique indémodable du polar. Oh, un classique, un chef-d'œuvre même. Donc comme tu l'as dit dans ton intro, il y a 2 écoles, il y a Ringolam et John Woo. Donc City on Fire, ça serait la face sombre de John Woo avec un film où le manichéisme n'existe pas. Donc ici, c'est un flic infiltré, comme dans Reservoir Dogs. Ce sera la seule citation à Reservoir Dogs, on n'en parle pas, ça sert à rien. Donc un flic infiltré, qui en a un peu marre d'être infiltré, qui donc voudrait au plus vite arrêter sa mission, mais pour ça, il va devoir avoir un dernier petit truc à faire. Et donc, il va se lier d'amitié avec... j'ai zappé son nom, avec Danny Lee, un braqueur de bijouterie. Donc c'est du polar classique, voilà, c'est un flic infiltré, des truands, mais le traitement est tellement différent de ce qu'on a pu voir. Faut savoir que donc ici les truands, Danny Lee par exemple, qui est quand même un pur bad guy normalement, parce qu'il bute dès sa première scène, il bute un flic, il est jamais montré comme un méchant. De même que Chow Yun-fat n'est pas spécialement montré comme un héros implacable, sans peur, sans reproche. Non, chez Ringolam, ce sera tout le temps ça dans sa filmographie. C'est ni plus ni moins que le meilleur polar de Hong Kong, City on Fire. Ça nous prend dès les premières scènes pour ne plus lâcher, et c'est un modèle d'efficacité tant sur le scénario que sur j'ai un petit bémol sur le scénario, c'est l'histoire d'amitié entre Chow Yun-fat et Danny Lee qui est un peu trop rapide pour qu'on y adhère, je trouve. Après bon, pourquoi pas, ça peut passer, mais tout le reste c'est vraiment c'est du pur polar quoi, avec toutes les situations obligatoires de flics infiltrés et avec une séquence monumentale de facilement un quart d'heure avec Chow Yun-fat qui doit traverser la ville alors qu'il a des flics au cul et qu'il doit donner des flingues à des truands. C'est un morceau de mise en scène assez bluffant. C'est souvent filmé en plan séquence, à l'arrache aussi, un peu dans la rue, sans autorisation, on dirait la plupart du temps, sans que ce soit, moche à l'écran. Ça se voit pas que c'est filmé à l'arrache. C'est vraiment, on sent une grosse maîtrise de
la caméra chez Ringolam est bien plus proche de Melville pas dans la mise en scène, mais dans le traitement des personnages, avec un gros souci du détail, tout ce qui est cast, tout ça. On voit que Melville, ça a quand même pas mal influencé Ringolam, à mon avis bien plus que John Woo. John Woo, il a juste repris les costards et voilà les costards, les chapeaux, la classe, mais Ringolam, il a retenu surtout les thématiques, la camaraderie, enfin tout ce qui fait l'essence du cinéma de Melville, de Mann aussi, et c'est vraiment et de Friedkin surtout. Enfin, City on Fire, il y a moins de Friedkin dans City on Fire que dans les films qu'on verra plus tard. Enfin, parce que Melville et Mann, c'est quand même bien différent de Friedkin. Le côté de Friedkin de l'âme, c'est plutôt, c'est le côté fuck up, quoi. Il peut tout arriver, c'est nihiliste. Quand tu regardes un Ringolam, tu sais jamais comment ça va finir. Parce que bon, il peut faire un happy end, ça lui est arrivé. Mais s'il a envie de buter tout le monde, il va buter tout le monde. Et voilà, c'est ça Ringolam. C'est un gars qui fait pas de concessions, il fait les films qu'il a envie de faire. Et ça donne des morceaux de bravoure assez dantesques. On n'a pas parlé des scènes d'action, mais ici dans City on Fire, il y a des trucs, mais c'est des malades mentales, quoi. Des scènes de voiture. Il y a peu de réalisateurs qui maîtrisent les courses-poursuites en voiture comme Ringolam, hein. Vraiment. Et bien sûr, il y a le Mexican Standoff, emblématique de sa filmographie, qui a inspiré quelques-uns. Enfin voilà, City on Fire, c'est ni plus ni moins que le plus grand polar HK, et c'est à voir de toute urgence. Bah moi j'ai rien de plus à rajouter par rapport à ce que t'as dit, donc moi je vais un petit peu replacer le film dans son contexte. Donc City on Fire, donc c'est le premier polar de Ringolam. Il a pu le faire grâce au succès du syndicat du crime, qui on le sait a contribué à populariser le polar à Hong Kong. Et donc là, tous les petits studios cherchaient à produire leur propre polar. Et donc Ringolam, il a eu l'occasion de proposer son propre projet, qui puisait avec le soutien de la star montante de l'époque, Chow Yun-fat, qui est également son meilleur pote, et donc il a pratiquement les mains libres pour faire le film comme il en a envie. Il s'est basé sur l'histoire d'un braquage de bijouterie qui avait très mal tourné, c'est-à-dire que la police avait flingué les braqueurs sans sommation, et donc sur cette base-là, il a écrit une trame de flic infiltré dans lequel il va vraiment puiser, il va vraiment poser toutes les bases de son cinéma. Et donc voilà, c'est un polar qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire que les personnages sont vraiment importants. Il n'y a pas l'action n'est jamais gratuite, elle est jamais là pour faire beau, elle est jamais là pour faire joli, elle est jamais là pour faire plaisir aux spectateurs. Chaque action, de mon point de vue, par le scénario, est toujours justifiée. Et surtout, les personnages, là, c'est pas juste des gars qui se prennent des balles ou qui sont là pour faire tout péter. Non, au contraire, c'est des gars, quand ils font des erreurs, ils en payent leurs conséquences, et surtout ils souffrent véritablement. Quand il y a une scène notamment que je trouve assez symptomatique du cinéma de Ringolam, c'est un moment où on voit Chow Yun-fat attaché dans un vestiaire avec les menottes qui littéralement lui lacèrent les poignets, et il insiste vraiment de façon très subtile sur la douleur de ça, du supplice qu'on fait subir à Chow Yun-fat. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est tout le côté toute la narration en spirale, c'est-à-dire que d'un côté Chow Yun-fat est tiraillé par le fait de faire plaisir à son oncle, qui finalement n'a aucune estime pour lui en dehors du fait de réussir à coffrer les braqueurs pour finalement venger son fils qui est mort. Et de l'autre côté, il est littéralement emmerdé par sa hiérarchie. D'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant dans le film, c'est que Ringolam montre la police sous un plus mauvais jour que les criminels, comme tu l'as dit, effectivement, Scalp. C'est vrai que les bandits, ils paraissent presque respectables par rapport aux policiers, notamment le chef de la police qui est joué par Roy Chung, qui est un personnage absolument infect, qui est vraiment la caricature du flic carriériste, qui est prêt à sacrifier ses hommes uniquement pour se faire bien voir et prendre du galon, quoi. Mais le pire, c'est que c'est jamais totalement caricatural. On se dit que ce personnage-là, ça pourrait vraiment exister. Encore une fois, il y a vraiment un sens de la mesure chez lui que tu trouves absolument pas chez d'autres réalisateurs à Hong Kong, et même globalement dans le polar internationalement. Donc dans City on Fire, c'est un must absolu, un film qu'il faut voir, revoir, découvrir si on l'a pas encore vu, et qui plairait, je pense, même aux gens qui sont totalement allergiques à l'image qu'on se fait du polar d'action hongkongais. Et c'est le meilleur rôle de Chow Yun-fat.
Tout à fait. Bon, moi, j'ai quand même eu 2-3 points avec Sean Fat. À un moment, il fait des séquences à la Jackie Chan dans Police Story avec sa copine. Je sais pas, le ton est super noir pendant tout le film, et puis à un moment, pendant 5-10 minutes, t'as le personnage qui prend un ton comique, qui prend un ton charmeur. Moi, ça m'a un peu sorti du film, je trouve. Mais moi justement c'est ça que j'aime bien chez Choi Fat et que tu retrouveras plus ailleurs plus par la suite, c'est justement ce côté un peu guilleret, ce côté un peu humain justement. Le gars Choi Fat dans le film c'est presque un gamin quoi. T'as l'impression que quand t'as son oncle qui lui parle, il se fait littéralement engueuler, il baisse la tête, il baisse un peu les yeux, il fait pas du tout action hero quoi, c'est pas le mal viril, c'est plus un gars qui subit plutôt qu'il fait subir aux autres. Ça c'est quelque chose voilà quoi, de la collaboration qu'il a eu avec Ringo Lam que tu retrouveras plus par la suite. Quand tu vois Full Alert, c'est plus du tout ça. Quand tu verras The Suspect, c'est plus du tout ça. Donc je peux comprendre effectivement tes reproches, je les trouve plutôt justifiés pour qui adhère pas trop à l'acteur, parce que voilà, je suis une fois, il faut aussi aimer cet acteur, hein. Mais pour moi, je trouve que ça colle vachement bien au film. Ça me le rend plus sympathique. Ça joue pour Ah bah oui, l'empathie qu'on a pour le personnage, quoi. Et mais ouais, mais il y a pas besoin de ça. Moi, le personnage, je l'aime déjà depuis le début, quoi. Il va même me montrer son aspect guignol avec sa copine pour bien t'appuyer le fait que c'est monsieur tout le monde, que c'est monsieur qu'en dehors de son boulot de flic, c'est quelqu'un qui est assez jovial, qui sait se montrer. Tu parles de la scène quand il est dans son appartement dans la baignoire, là? Ouais, entre autres. Oh, ça dure 2 minutes, ça, c'est tout de suite en plus. Oui, ça dure 3-4 minutes, mais bon, c'est un peu les scènes qui m'ont un peu sorti du film, je t'avouerai. Mais bon. En plus, c'est tout de suite au début, et tout de suite c'est remis dans le contexte, genre il a un appel pour se rappeler qu'il a du boulot, quoi, qu'il est pas là pour être avec sa copine. Après, l'autre problème, et ça tu l'as déjà souligné, c'est la relation rapide qui se fonde sur les deux personnages, et surtout le manque de traits de certains personnages secondaires. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu sous-traités, et c'est un peu dommage. Parce que, par exemple, tu parlais de Reservoir Dogs, bon, on va peut-être pas en parler, c'est complètement con de faire la comparaison, mais par exemple, pour reprendre Reservoir Dogs, je trouve que, puisque la fin est la même, je trouve que dans Reservoir Dogs, la scène a plus de puissance, et parce qu'on est plus attaché au personnage que dans alors un peu moins le cas quand même. Non, alors pour rebondir là-dessus, je trouve que là c'est le cœur du film, ça devrait être le cœur du film, l'histoire d'amitié quand même, vu la fin, mais dans Reservoir Dogs, il y a pas d'amitié, à aucun moment tu crois qu'ils sont potes. Ouais, quand même. T'as juste ton passif. C'est pas, après, c'est pour... Parce que dans Reservoir Dogs, tu vois, les personnages, tu les as directement dès le début, que là, tu au milieu de film, quoi, c'est un petit... Non, mais c'est surtout que Reservoir Dogs, c'est un film centré sur plusieurs personnages, alors que City on Fire, c'est un film centré sur un personnage. Choi Fat, c'est un personnage central, t'as plusieurs personnages qui gravitent autour de lui, mais l'âme se focalise surtout sur ce personnage-là. Ouais, bien sûr, la trahison, je l'ai moins senti, quoi, c'est le problème. J'ai moins senti tout l'aspect trahison. Enfin, après, quand tu parles d'empathie, c'est mon personnage préféré dans Reservoir Dogs, c'est Michael Madsen, alors, donc, tu vois, l'empathie, ça veut tout et rien dire en même temps, hein. Ouais, on va rester encore en 1987 et on va passer à Prison on Fire, et c'est Jet qui va nous en parler. Donc ouais, Prison on Fire, hein, lancé tout de suite après le succès de City on Fire. Donc après s'être attaqué à la police, il décide de s'attaquer à une autre institution, la prison. Et effectivement, ça tombe bien parce que des films de prison à Hong Kong, il y en a eu pratiquement pas, et en général c'était plus des films bis façon on dénude les gonzesses, ou vraiment c'est vraiment des trucs d'exploitation de bas étage. Et lui il décide de faire un vrai film de prison à l'américaine. On reprend les codes usuels, voilà, on moufte pas aux gardiens, les gardiens se comportent aussi comme des tortionnaires. On a les gentils, enfin le prisonnier qui se fait respecter des autres, on a le personnage, le petit nouveau qui débarque dans la prison, qui va devenir un petit peu notre repère, qui va, voilà, on va apprendre à connaître les codes de la prison à travers lui. C'est un film relativement, enfin c'est peut-être le plus classique qu'il ait fait en dehors de son climax, que je trouve incroyablement violent. C'est un film voilà qui respecte vraiment totalement les codes du film de prison, et qui se permet quand même par moments d'instiller quand même un certain malaise. Il y a notamment une scène au milieu du film que je trouve, moi à chaque fois que je la vois, elle me fait toujours de l'effet. C'est la scène du lavoir, où on voit le personnage de Tony Leung se faire tellement humilier qu'il en vient à vouloir se trancher les entrailles avec un morceau de verre, quoi. C'est une scène complètement
complètement démente. Et pareil, le casting, il est vraiment génial. Ringo Lam, il a pas son pareil pour trouver des gueules de tueurs dans ses films, et en général c'est souvent des anciens mecs de triade. D'ailleurs même son scénariste Namin, qui va scénariser la plupart de ses films, est un mec qui a eu une vraie expérience dans le milieu, et donc ce qui fait aussi que ses films sont souvent très documentés, très proches d'une certaine réalité criminelle. Donc voilà, dans Prison on Fire, c'est aussi donc Chow Yun-fat qui reprend du service, sachant qu'à la base c'était Danny Lee qui devait reprendre le rôle, mais malheureusement il n'a pas pu à la dernière minute. Donc Chow Yun-fat reprend le rôle un petit peu. Là je trouve que c'était peut-être pas le meilleur choix, parce que je trouve que le personnage par moment il fait un petit peu trop gentil. C'est-à-dire que pour un mec voilà qui est pas vraiment un caïd, mais qui est pas non plus un enfant de cœur, je trouve que Chow Yun-fat il fait quand même un petit peu il fait un peu bisounours par instant. C'est un personnage super drôle, super guilleret, mais c'est un petit, là pour le coup c'est vrai que je suis un petit peu sur l'entre-deux concernant son personnage. À l'inverse, je trouve que Tony Leung joue un petit nouveau comme il faut, quoi. C'est-à-dire on le voit, il a la mine complètement déprimée quand il voit la première fois les mecs qui se font faire un toucher rectal. Tu te dis voilà, t'es en empathie totale avec lui. On se dit on a vraiment pas envie d'être à sa place. Oh tu sais hein. Scalp, on sait ce que tu penses sur le sujet. Hein. Donc ouais, non, franchement, Prison on Fire, bon, c'est pas voilà le meilleur, enfin c'est pas non plus c'est loin d'être le meilleur film de la trilogie On Fire, mais il est relativement solide. C'est un film qui fait le boulot, et surtout voilà quand on voit les films de prison faits à Hong Kong, je pense notamment Island of Fire avec Jackie Chan, c'est quand même pas non plus c'est pas non plus le panard de ce qui se fait dans le genre, quoi. Donc si Prison of Fire c'est vraiment du bon, quoi. Ouais, je dirais juste que le contexte de la prison hongkongaise fait déjà que c'est un film à voir, parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, ça change carrément des films de prison américains, donc rien que pour ça vaut le coup d'œil, puis après il y a tout ce que t'as déjà dit, toutes les qualités évidentes. Voilà. Ok, bon, on passe à 1988 avec le dernier opus de la trilogie, et c'est School on Fire, et c'est toujours Jet qui nous en parle. Alors ouais, School on Fire, donc on dit jamais 203, donc encore une fois Prison on Fire a cartonné, et donc cette fois-ci ses producteurs lui laissent pratiquement carte blanche pour réaliser son troisième film. Il faut dire qu'il s'attaque à un sujet hautement sensible, à un sujet limite tabou, qui sont les triades. Parce que d'habitude en Asie on aime bien parler des triades, mais on aime surtout en parler en bien. On dire que les triades c'est des beaux gosses, que être un membre de triade c'est quelque chose de bien, c'est positif. Et donc lui il décide de faire l'inverse total, c'est-à-dire partir sur une chronique sociale, partir donc de l'école, et tenir un discours, un propos réellement alarmiste. C'est-à-dire que dans le film il fait des révélations quand même violente. Il explique notamment que les triades, elles vont carrément débaucher dans les écoles. C'est-à-dire que maintenant les jeunes, au lieu de s'emmerder d'aller à l'école, d'essayer de galérer pour avoir un taf de misère, ils préfèrent faire des triades, être un membre de triade pour se taper des gonzesses, avoir de l'argent facile. Et là également, il évoque aussi le thème de la prostitution estudiantine, puisque les étudiantes, voilà, elles également, elles sont littéralement débauchées sur les cours d'école, et elles vendent leur corps au profit des triades. Mais vraiment, ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est qu'il superpose plusieurs couches, c'est-à-dire qu'il s'attaque à la fois à la police, à la fois aux triades, et en même temps à la population, puisque tout le scénario est basé sur la vie d'un quartier et toutes les tensions internes qui sont liées justement au caractère néfaste des triades d'un côté, au laisser-aller de la police qui, même si elle est montrée comme impuissante, elle n'est pas forcément montrée comme incapable. Voilà, le personnage notamment de Lam Shin-ying, qui certes et se borne à respecter la loi, mais qui en même temps est pas dupe sur les activités du monde de triade joué notamment par Roy Chung, qui a décidément eu le pompon de jouer dans les 3 films de la trilogie On Fire, le bad guy de service. Et donc School on Fire, c'est un film, chaque fois que je le vois, je le regarde un petit peu
avec le poing serré, t'as limite envie de rentrer dans l'écran et de foutre un coup de pied dans tout ce bordel, quoi. Notamment la dernière demi-heure qui est absolument hallucinante en termes de violence sur grand écran, quoi. C'est vraiment jamais j'ai vu un film représenter aussi bien la violence. C'est pas un festival d'explosion toujours. Non, c'est de la violence physique frontale, à coups de machette, à coups de main, où vraiment les acteurs, t'as vraiment pas l'impression qu'ils jouent, t'as l'impression qu'ils ont vraiment la rage. Et c'est vraiment un film où on voit que la violence, c'est presque comme un virus, qui contamine véritablement notre société, parce que il y a à la fois un professeur qui va se faire débouter de son job de prof et qui va se battre littéralement comme une bête. Idem pour le policier qui va d'ailleurs même bon, je suis un petit peu obligé de spoiler, mais le final c'est exactement ça. À la fin, on a le professeur, le flic et l'élève qui se mettent tous qui se liguent contre la triade. C'est un film quand même assez terrifiant quand on le voit, et pourtant c'est pas non plus un film abusé. C'est-à-dire qu'on se dit que, encore une fois, le caractère des triades, c'est pas des gens qui vivent dans les hautes sphères. Au contraire, les triades, c'est vraiment des criminels qui sont au contact de la population, qui en général aident plus ou moins les petits gens, en général quand ils ont besoin de faire de l'usure ou des petits problèmes de voisinage. Ça, c'est aussi quelque chose qui est retranscrit de manière très crédible. C'est-à-dire que les triades, il y a des bonnes triades et il y a des mauvaises triades, puisque le personnage de Roy Chung représente vraiment le côté je pense qu'au fric, je pense qu'au pouvoir, je pense qu'à semer le chaos, et de l'autre côté il y a les vieilles triades un peu plus modérées qui eux sont montrées vraiment comme une sorte de police officieuse. Voilà, c'est un petit peu le terme qu'on pourrait utiliser, même si moi je trouve que des gangsters, ça reste des gangsters malgré tout, hein, ça reste des criminels, mais le film il a quand même l'honnêteté de pas mettre tout le monde dans le même sac. Comme pour les policiers, t'as des policiers qui d'un côté, il y en a certains qui sont montrés complètement laxistes, et de l'autre qui sont conscients que il y a de la merde quelque part et qu'il faut foutre un coup de pied dans la fourmilière. Et le final du film, c'est exactement ça. On fout littéralement un coup de pied dans la fourmilière. On est obligé d'en arriver à une explosion de violence pour justement apaiser les choses. Et d'ailleurs, c'est évident qu'après ce film-là, les films que Ringo fera par la suite seront quand même beaucoup plus apaisés, à la fois dans le fond et dans la forme. Donc School of Fire, c'est un film déjà dont le culte n'est plus à faire. C'est un film dont on a beaucoup parlé, on a souvent dit que c'était le meilleur film de Ringo Lam. Et pour une fois, c'est quelque chose de totalement justifié, parce que c'est un film vraiment sulfureux dans le sens propre du terme, quoi. C'est un film qui dégage quelque chose, qui dégage une chaleur, une violence et un propos, mais qui n'est jamais intellectualisant. C'est un film profondément viscéral, et c'est ce que j'aime encore chez un gars comme Ringo Lam. C'est pas un gars qui te dit quoi penser, qui te donne des leçons. Il te dit voilà, je vous mets les choses dans le contexte et maintenant vous vous démerdez avec ça, et vous faites votre propre jugement. Et en général, ces jugements-là, ils sont souvent de l'ordre du viscéral. C'est comme je l'ai dit, t'as envie de rentrer dans l'écran et t'as envie d'être avec. Moi, je trouve qu'il donne quand même son avis, hein. Oui, mais il y a une certaine forme de retenue, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, quand tu le vois ce film, tu vois qu'il a la rage, elle est à l'écran, quoi. Oui, bien sûr. La rage qu'il a contre le système. Mais... Et pour lui, à la fin, même s'il y a une sorte de happy end, on peut dire, pour cette génération-là, il y a pas d'espoir, quoi. Bien sûr. À la fin, les triades sont toujours là. C'est pas parce que le prof et la fille ont réussi à faire quelque chose que ça va changer leur vie demain, quoi. C'est la génération sans espoir. Le constat pour lui, il est implacable. Si tu sens qu'il a la rage, ça va loin quand même. Il fait brûler l'école à un moment. Hein. Bah oui, c'est totalement, en plus cette scène-là, elle est totalement symbolique. Voilà, School on Fire, l'école en feu, c'est tout prend sens, tu vois. C'est vraiment l'institution, elle a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'elle est tellement gangrénée par le crime, par la corruption, que voilà, l'école qui est censée être un endroit où on protège la jeunesse, finalement, elle est pas capable de protéger justement la jeunesse. Et c'est un truc
dans d'autres pays, tu verrais pas ça. Et même dans la façon dont ils tournent ça dans la rue. T'as des scènes de baston parfois qui sont énormes. Ils se battent dans des magasins, ils se défoncent la gueule partout où ils peuvent. Et t'as vraiment la foule autour. Mais tu te dis, ces gens-là autour d'eux, ils ne font rien, ils restent passifs. C'est quelque chose, tu vois, d'assez, encore une fois, d'assez alarmiste comme film. Mais c'est encore une fois un film. Quand je dis qu'il donne pas son avis, moi c'est surtout que je dis qu'il ne donne pas de leçon. C'est-à-dire qu'à la fin, voilà, il ne donne pas de leçon. Il dit pas ce que je vous ai dit, voilà, là, comme ça se termine. C'est pas forcément la bonne solution, tu vois. C'est vraiment ça en fait. L'intérêt de School of Fire, c'est un film, voilà, viscéral, fait avec les coronesses, parce que voilà, il faut quand même avoir des sacrés coronesses pour faire un film comme ça, en sachant que derrière, on a eu 2 gros succès et qu'on aurait pu se reposer sur ses lauriers et continuer sur cette vague avec Choi Yun-fat en tête d'affiche. Là, au contraire, il n'y a aucune tête d'affiche. C'est pratiquement que des acteurs, des seconds rôles, des gueules. Enfin, quand même, il y a quand même, comment il s'appelle, l'acteur de Monsieur Vampire, là, Lim Ching-ling, c'est pas n'importe qui, c'est quand même. Ouais, mais voilà, ça reste quand même un acteur de second plan. Tu vois, c'est pas une tête d'affiche. Ouais. Voilà. Ok, bon, on passe à 1989 et Whitechurch, et c'est Scap qui va nous en parler. Alors, Whitechurch, qui a la particularité, donc, d'être un remake, une réadaptation plutôt, de la merde de Peter Weir, qu'est Witness. Non, parce que Witness, faut le dire, c'est quand même... non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est la façon dont tu balances le truc. Non, mais promenade chez les jésuites, là... Non, les Amish. Oui, c'est pareil, hein, on aura compris. Les voilà. C'est sympa pour les jésuites. Enfin, donc voilà. Enfin, après, quand je dirais adaptation, c'est parce que il fait, donc c'est à Hong Kong, avec un gamin, non, une gamine, non, la témoin de... C'est une fille. En plus, oui, donc ça change pas mal de trucs parce que la fille est carrément témoin du meurtre de sa mère. Donc, vu qu'on est chez Ringolam, ça va un peu plus loin dans la violence. Et donc, c'est Choi Yun-fat qui va devoir, entre guillemets, protéger la fille, qui habite un petit village de paysans qui vivent entre eux et qui n'ont pas l'habitude de voir la violence s'incruster dans leur ville. Donc c'est par rapport à la trilogie Fire, c'est clairement mineur. C'est du polar hongkongais classique comme il y en avait plein à l'époque. Enfin il y a pas de comment ça s'appelle, de grosses scènes quoi. Il y a pas un moment où tu te dis c'est génial. T'as quand même quelques mini climax quand même dans le film. Oui, genre bon, la scène dans le bar ou quand il se fait tabasser dans le parking. Oui, t'as quand même des petits moments qui sont pas mal. C'est vrai que la scène dans le bar en termes de mise en scène, c'est un sacré gros morceau. Donc c'est Roy Chung, je crois encore une fois. Ouais, Roy Chung, ouais, qui fait le méchant. Qui pour changer fait le méchant, qui doit aller buter Choi Yun-fat, mais c'est un truc. Il y a un mouvement de caméra quand ça tourne autour du pilier de bar quand ils sont cachés, mais c'est une maîtrise de l'espace comme il y a pas beaucoup de réalisateurs qui en ont quoi. En plus c'est en espace réduit, donc tout de suite il faut savoir où tu vas mettre ta caméra pour que la scène elle ressemble à quelque chose. Et là tu sens que Ringolam à chaque changement d'axe, à chaque plan du montage, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il a envie de montrer. Et à l'écran ça donne une scène pendant 3 minutes, t'es à fond dedans quoi. Après, c'est vrai qu'il y a le climax final qui est pas trop mal en termes de violence, encore une fois. Ouais. Mais après, voilà, c'est ça. Tu retiens 2 scènes dans le film. À côté de ça, t'as une petite histoire, une petite romance, une petite gamine pas trop rigolote. Enfin, c'est gentillet. Mais voilà, c'est quand tu regardes Ringolam, tu t'attends forcément un peu plus. Mais c'est recommandable parce que on s'ennuie pas, parce que il y a des bonnes scènes, parce qu'il y a Choi Yun-fat qui est bon. Voilà, on n'est pas devant un film majeur de Ringolam. Bah oui, c'est clairement l'exemple de ce qu'un remake devrait être, c'est-à-dire prendre un film de merde et finalement essayer de l'améliorer. Et là, la preuve, il est parti loin parce que voilà, Witness, c'est indéfendable ce truc. Et il arrive à en faire un polar un peu plus mélodramatique. Là, pour le coup, on sent qu'il accuse le coup de l'échec total de School of Fire et qu'il décide de faire l'exact inverse de ce qu'il avait fait avec School of Fire, c'est-à-dire faire un polar un peu plus apaisé, un peu plus sentimental. D'ailleurs, c'est peut-être même son seul polar qui soit vraiment axé sur le mélodrame, sur une relation amoureuse, alors que ces autres films, au contraire, les rapports humains, ils sont vraiment au strict minimum. Enfin, ils sont souvent dans la froideur. C'est souvent là au contraire. Oh, il y a Full Alert quand même.
Oui, mais c'est encore traité d'une autre manière. C'est des rapports humains qui sont quand même très froids, je trouve. Ouais, ici c'est vraiment, ouais, c'est un peu à l'eau de rose et Là, c'est ça un va peu même. naïf, oui. Ouais, et puis il y a même les BO pourris qu'on se tape dans les films de cette époque où à chaque fois, je sais pas pourquoi, on se tape un flashback de ce qu'on a vu avant. Ça, c'est vrai, ça, c'est la scène cliché, c'est la checklist. Pendant 3 minutes, on a une petite musique cantonaise là, voilà, avec des scènes qu'on a vues juste avant. C'est l'effet John Woo, ça. Putain. Ouais, mais justement, celui-là, c'est peut-être celui qui ressemble un peu le plus à du John Woo dans l'esprit, le côté, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, enfin, c'est souvent comme ça, quoi. Mais ouais, non, Walter, ne serait-ce que par, voilà, les scènes d'action qui sont certes très courtes, mais vachement tendues quand même, parce que le problème c'est que le film est tellement calme que quand il y a une scène d'action qui arrive, bah tu t'y attends presque pas, quoi. Genre voilà, la scène du bar, tu t'y attends pratiquement pas, parce que c'est une scène de dialogue et d'un coup t'as un mec qui se fait buter, tu sais pas comment, tu t'imagines pas ce qui se passe par la suite. Et ça aussi, c'est ce que j'aime bien aussi chez Ringolam, c'est ce côté imprévisible, c'est que tu peux jamais savoir à l'avance ce qui va te réserver par la suite. Ok, bon, on passe à 1990, c'est Guerre de l'ombre, et c'est Jet qui va nous en parler. Ouais, Guerre de l'ombre, donc gros projet, premier gros film pour Ringolam, puisque voilà, il a, comme dit, il avait accusé le coup plutôt à cause de School of Fire, et il décide de jouer son va-tout avec un projet de polar international. Contrairement à ce qu'on a pu croire, c'était pas une incursion américaine, puisque le film est tourné en grande partie avec de l'argent chinois et en grande partie à Hong Kong, mais ça prouvait déjà que Ringolam était capable d'internationaliser son cinéma, c'est-à-dire tourner avec différents acteurs de différents pays, tourner dans différents endroits, sans pour autant renier son style. C'est-à-dire en fait, on se rend compte qu'il a jamais vraiment eu besoin d'adapter sa mise en scène, même quand il est allé aux États-Unis. En fin de compte, Ringolam, il a toujours fait qu'une chose, c'est du Ringolam. Et Ringolam, c'est quoi? C'est ce qu'aujourd'hui on fait notamment dans les Jason Bourne. Donc voilà, comme quoi ce mec-là, il est quand même l'origine d'un mouvement cinématographique qui a quand même eu sa petite heure de gloire, même si je suis loin de défendre tous les succès d'années qui ont suivi justement notamment voilà les Jason Bourne. Mais là, dans Guerre de l'ombre, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a un réalisateur qui essaye d'aborder le terrorisme de la façon la plus honnête possible. C'est-à-dire que chez lui, le terrorisme, c'est pas juste des gars pseudo-romantiques qui se battent pour une cause ou des simples méchants voilà, qui font exploser des immeubles. Non, ces gars-là, ils massacrent des innocents, ils massacrent des civils, et en général plus des civils que la cible qu'ils sont censés abattre. Et il suffit de voir la scène d'introduction qui se passe à Varsovie. Oh putain, ça existe pas une scène comme ça dans un film. Ah bah oui, la scène à Varsovie, c'est les gars, ils se font c'est une scène de baptême. T'as la mère, le bébé, t'as les invités, t'as deux gars qui débarquent en soutane avec des kalachnikovs. T'as les corps qui explosent, t'as des explosions de sang, un peu à la exilée de Johnito, on voit la poudre rouge qui sort, et t'as le couple qui s'évade, qui arrive à rentrer dans la voiture pour s'échapper, et d'un coup, on a un terroriste qui prend une grenade dans la bagnole, t'as la famille qui tient le bébé, et t'as la voiture qui explose. C'est une scène de malade mental, quoi. Vraiment, en une scène, il t'explique déjà, voilà, ce que c'est qu'être terroriste. C'est de pas avoir de pitié, c'est littéralement utiliser la violence dans ce cas-là de plus radical. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il emploie un petit peu le principe du buddy movie. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le personnage d'un flic joué par Danny Lee, et de l'autre côté, flic Guaylo, donc un flic étranger, donc un blanc en l'occurrence, qui va devoir faire équipe avec lui. Et contre toute attente, pour une fois, je trouve que ça fonctionne bien, parce que d'habitude, on sait, Hong Kong, ils ont un gros défaut, c'est que en général, quand ils prennent des acteurs occidentaux, ils prennent systématiquement des savates, des mecs qui savent pas jouer, qui ont aucun charisme, qui sont vraiment insupportables. Et là, pour une fois, l'acteur qu'il a pris, j'ai oublié son nom d'ailleurs. On le connaît pas. Ouais, mais je trouve il a un petit air de Gérard Butler en plus. Il est pas mal dans le truc. Ouais, il est pas mal. Et il y a un côté un peu cool par moment, et un côté un peu décontracté qui est assez inédit chez lui, mais il en oublie jamais son sujet, et il caviarde le film quand même de pas mal de scènes d'action. Il y a un gunfight dans les escaliers qui est... Oh, il est dantesque celui-là. Ouais. Par contre, faut quand même parler de Vernon Wells, donc le bad guy de Mad Max 2, qui ici donc joue le terroriste à arrêter.
qui est comme le chacal, se déguise à chaque nouvel attentat ou truc. Donc il faut savoir qu'à un moment on a Vernon Wells qui va se déguiser en vieux chinois. Bah non, pas une bonne idée ça. Enfin c'est autre à l'écran. Enfin Vernon Wells, quand on voit sa gueule, on voit il ressemble à rien à un chinois. Quoi. Ah non, mais c'est vrai que ce truc-là, j'ai jamais vraiment compris. Je pense qu'il a dû s'inspirer du terroriste Carlos, quoi, parce que Carlos c'est un mec qui se déguisait beaucoup. Par contre, j'aime bien Olivia Hussey dedans. Olivia Hussey, elle est plutôt pas mal, je trouve, en terroriste allemande, qui essaye encore une fois, où là Ringo montre encore une fois qu'il est plutôt nuancé. C'est que d'un côté, il montre qu'il y a vraiment les terroristes radicalistes qui se servent justement de leur cause pour finalement se faire du blé, parce que le personnage de Vernon Wells c'est exactement ça. Il est pas du tout montré comme un mec romantique qui se bat pour une cause juste. Au contraire, c'est un gros salopard qui est prêt à tuer mère et fille pour s'enrichir. Et de l'autre côté, on a Olivia Hussey qui est elle complètement manipulée, qui elle croit tellement son discours qu'elle en accepte finalement toutes les dérives du personnage de Vernon Wells, quoi. C'est là encore une fois, je trouve que même si le projet est un peu plus gros pour lui, un peu plus formaté, encore formaté c'est un grand mot, mais on voit qu'il a dû quand même faire quelques concessions sur le récit. On en arrive quand même à un film qui à mon sens ne fait pas du tout tâche dans la filmo de Ringo, et qui montrait qu'il était parfaitement capable de tenir une grosse logistique, ce qui est pas le cas de pas mal de réalisateurs hongkongais, quoi. Et puis qu'il a des cascadeurs complètement cinglés avec lui. Ça aussi, la scène de bateau. Ouais, la scène de bateau, ils sont fous les gars. C'est des marteaux il y a pas d'autre mot, hein. Faut pas faire cascadeur à Hong Kong. On passe à 1991 avec Touch and Go, et c'est Jed encore qui nous en parle. Ouais, Touch and Go, donc c'est un petit peu Ringo qui doit baisser son froc, puisque voilà, encore une fois, il n'arrive pas à imposer ses trucs. De Londres, il a de nouveau pas marché aussi bien qu'il avait espéré, et donc là, il est un petit peu obligé d'aller bosser pour Sammo Hung. Sammo, on le sait, c'est un grand acteur, c'est un grand réalisateur, et là, pour une fois, il décide de se payer Ringo Lam, puisque voilà, Ringo Lam, il a quand même une bonne cote auprès des acteurs à Hong Kong, puisque c'est un gars, contrairement à ce qu'on peut croire, qui certes a de mauvais rapports avec les producteurs, mais à l'inverse, il s'entend très bien avec les acteurs. Et donc, comme Yuan Biao a eu son polar avec On the Run, et que Jackie Chan cherchait également à faire son polar, lui il le fera plus tard avec Crazy Story. Donc Sammo il dit je veux faire mon polar, je veux faire un vrai polar, vraiment pas un truc comique. Sauf que là, il prend Ringo Lam, et le problème c'est que il y a Sammo, quoi. Et Sammo c'est clairement un acteur qui est souvent capable de faire des rôles sérieux, mais là je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il s'est senti obligé de mettre des scènes d'action à la Lucky Stars dedans, quoi. C'est il te fait des cascades, il te fait du kung-fu alors que les gars ils sont tous en armes à feu, t'as un récit pseudo-politique de prostitution. De ce point de vue-là, le côté politique du film est plutôt correct, plutôt honnête. Le bad guy joué par Tommy Wong, c'est pas un bad guy de pacotille, quoi. C'est vraiment un gros salopard. Mais voilà, le problème, finalement, quand je l'avais vu la première fois, je l'avais bien aimé, et là quand je l'ai revu, je me suis dit qu'effectivement le film aurait été bien meilleur, je pense, sans Sammo Hung, parce que Sammo il décrédibilise complètement son. En fait, c'est plus un film de Sammo Hung. Voilà, tout à fait. De Ringo Lam, malgré le sérieux que ça essaye d'avoir, c'est marrant. Alors que ça devrait pas être marrant. Ah oui, parce que Sammo il joue le rôle d'un témoin, et il demande la protection de la police. Or, Sammo Hung, c'est un pro des arts martiaux, tu vois. C'est-à-dire chaque fois qu'un gars qui l'attaque, il te le corrige. Genre il y a même une scène, je crois, contre Billy Chow, il te le corrige sans problème. J'ai envie de dire, mais elle est où la logique? D'un côté, on essaie de te faire un vrai polar à l'ancienne, genre le film de témoin qu'on doit protéger, et de l'autre côté, t'as Sammo qui vient placer ses pirouettes sans raison, et de l'autre côté, t'as aussi le personnage du flic qui est joué par un acteur qui est souvent un second ou un troisième rôle, et je trouve que le côté polar il fonctionne qu'à moitié, quoi, et c'est un petit peu dommage. Ouais, il fonctionne pas trop même, hein. Après ça reste c'est du Sammo, donc il y a une scène d'action toutes les 10 minutes, quoi. On se fait pas chier, hein. Ça va très vite à regarder, hein. Mais voilà, c'est plutôt mineur. Ça sent un petit peu trop la concession, quoi. C'est le réchauffé, on a déjà vu 15 000 fois ce genre de film.
Et là, il y a rien qui le démarque de la concurrence, sinon encore une cascade de fous furieux avec une voiture qui finit sur une remorque de camion, mais ils sont marteaux, quoi, ça. Et un final aussi assez marrant quand même. Quand t'as Avec Samo qui sort son épée de Uxapian là, et qui fait des pirouettes, qui ont absolument rien à voir avec le film. Mais bon, voilà, c'est 1 minute dans le film, c'est marrant. Ok, bon, on passe à 1993 et Full Contact, et c'est Scap qui nous en parle. Alors, Full Contact, on sait pas ce qui s'est passé par la tête de Sam Wong à ce moment-là. Il s'est dit, je vais faire le film le plus vulgaire, le plus what the fuck, à l'écran, ça ressemble pas à du Sam Wong. Non, du Ringolam. Ça ressemble pas à du Ringolam. C'est autre, c'est souvent autre. C'est vraiment vulgaire, quoi, mais la vulgarité, il est content, c'est putassier au possible. Ça va super loin avec Simon Yam qui joue un bad guy gay, mais on a rarement fait plus gay, quoi. Et un gros costaud en petit blouson en cuir en latex que Jet doit kiffer. L'intro, il nous refait Beverly Hills 2 avec des plans à ras la chatte de la nana, mais c'est tout le film comme ça, c'est non-stop. Dès qu'il peut faire un truc putassier, dès qu'il peut faire un truc où il va t'en coller plein les yeux, il le fait. Après, il le fait avec un certain talent de mise en scène qui fait que c'est mortel du début à la fin. On s'emmerde jamais. C'est super fun à regarder. Mais par rapport à tout le reste de sa filmo, ça raconte pas que ça raconte grand chose, mais c'est que tu vois qu'il a vraiment fait ça pour s'amuser, pour le fun. Et voilà, donc c'est un film fun du début à la fin. Mais c'est pas un film qui a les vertus de City on Fire ou Skull on Fire. C'est complètement différent. Et voilà, c'est deux facettes de Ringo Lam, on va dire. Celle-là, elle est assez spéciale quand même parce que ça va très loin. Et Ringo Lam montre que l'effet Matrix, c'est du pipeau, que c'est pas les deux Wachowski qui l'ont inventé. Voilà. Ouais, donc dans Full Contact, moi je trouve que c'est un film absolument génial. Bon, faut dire que c'est un film, je crois c'est un de mes tout premiers Ringolam que j'ai vu, donc quand je l'ai découvert pour la première fois, j'avais pas du tout une vision globale d'ensemble de ce qu'était vraiment le travail de Ringolam. C'est seulement sur le long terme que j'ai compris que c'était vraiment un film à part et qu'il y avait d'ailleurs une sale réputation parce qu'il y avait des gens qui disaient que c'était souvent son pire film et d'autres qui disaient au contraire que c'était son meilleur film. Donc moi, je vais un petit peu donner mon avis sur la question. Pour moi, c'est clairement un très très bon film parce que c'est un film déjà qu'il a fait en réaction. Ringo Lam, voilà, encore une fois, c'est un mec super poissard. Il arrête pas de se taper échec sur échec. Et là, cette fois-ci, il se dit j'ai fait Twin Dragons, j'ai fait 2-3 panouilles avec Samo, ça m'a rapporté un petit peu de sous. Donc, je vais faire le film le plus vulgaire possible, le film qui plaît finalement le plus aux spectateurs de Hong Kong, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on est donc en 92, et 92, c'est une année où le catégorie 3 était le genre, à la base c'est une classification, mais c'est devenu un genre par la force des choses, qui est le plus vendeur. C'est-à-dire, faut montrer du cul, faut montrer de la violence. Et donc, il décide de faire le truc le plus violent, le plus vulgaire possible, mais avec des têtes d'affiche. Donc, Chow Yun-fat qui était loin d'être un acteur labellisé catégorie 3. Simon Yam qui, lui, justement, était une grande star du catégorie 3, au même titre qu'Anthony Wong, qui joue le rôle du pote complètement débile de Chow Yun-fat. C'est vrai qu'il est très drôle dans le film en plus. Et il le fait vraiment dans un contexte où il en a clairement marre de l'industrie hongkongaise. Il en a marre que d'un côté le cinéma hongkongais s'enfonce dans la putasserie, et de l'autre côté qu'elle se fasse littéralement vampiriser par le cinéma américain. Parce que le film, c'est plagiat sur plagiat, mais ces plagiats ils sont totalement visibles, ils sont totalement assumés. Rien que la scène d'ouverture, déjà le fait de commencer par une scène de braquage, c'est clairement le schéma typique d'un film d'action américain des années 80. Après ensuite on a le générique qui fait penser un peu à une production Joel Silver des années 80, et comme on l'a dit, il y avait le flic de Beverly Hills qui est cité, il y a le Besson, le Nikita de Besson qui est cité également, Sailor et Lula. Vraiment, il y a énormément de petites citations, même parfois par des petits détails. Donc pour revenir donc à Full Contact, rien que l'histoire, le scénario de l'histoire, c'est quand même une reprise du bouquin
comme une fleur de Donald Westlake, qui a servi d'inspiration pour le Payback de Brian Helgeland. C'est exactement la même histoire. C'est le braquage, le gars qui se fait qu'on fait passer pour mort et qui finalement va vouloir se venger et récupérer son dû, pardon. Et donc c'est vraiment une histoire qui construit que sur des emprunts, donc vraiment pour marquer, pour expliquer que le cinéma hongkongais de l'époque avait perdu toute son originalité. Bon, c'est une question sur laquelle je suis peut-être pas totalement d'accord avec lui, mais ça a du sens. C'est un film qui, à mon sens, a du sens. Même si on peut le voir au premier degré, c'est-à-dire comme une simple série B d'action fun, super bien réalisée, comme on peut le voir en suivant les intentions de Ringo Lam, où vraiment on voit tout le côté parodique, le côté je me fous de la gueule de mes congénères, je me fous de la gueule de ce cinéma commercial qui fait de la merde. Donc moi je vais vous faire de la merde, mais je vais vous faire de la merde mais bien tape à l'œil. Et effectivement c'est vraiment ça. Quand tu vois le film, il n'y a pas un plan qui ne paraît pas tape à l'œil. C'est la seule fois qu'on verra ça chez Ringo Lam d'ailleurs. C'est ce côté où t'as l'impression que chaque plan il lui a fallu 3 jours pour le faire, quoi. Tellement c'est super joli, très léché, ça fait un peu vidéoclip. Mais en même temps, il arrive à instiller par petites touches son esprit, c'est-à-dire notamment t'as des scènes de dialogue complètement surréalistes où t'as Chow Yun-fat qui parle à un chien et il explique que la rédemption c'est un truc qui n'existe pas, que quand tu fais une erreur c'est un truc tu peux pas pardonner une erreur, et c'est un truc qui est récurrent dans le cinéma de Ringo Lam, c'est quand tu fais une erreur tu peux pas revenir en arrière. Et pareil la fin, enfin le personnage féminin joué par la superbe Anne Bridgewater, c'est exactement ça. On s'attend à un cliché de femme de femme soumise, de femme le cliché misogyne, et finalement on se rend compte que le personnage c'est au contraire c'est un personnage pur, émancipé, et qui prend ses propres décisions. On le voit à la fin quand il y a une scène d'adieu avec Chow Yun-fat où elle dit clairement c'est moi qui choisis avec qui je veux vivre, quoi. C'est encore une fois il arrive à retourner certains archétypes, certains canons, certains codes du cinéma américain en général, même du cinéma hongkongais qui, on le sait, un cinéma très misogyne. Encore une fois, je trouve que ça donne un vrai supplément d'âme à ce film qui est pas juste un coup de pied dans la mare, un truc pour faire chier le monde. Il y a vraiment des intentions qui sont de mon point de vue plutôt louables. Ouais, moi je suis plutôt mitigé sur ce film. C'est pas un film que je revois très bien. Le gros problème, c'est que Scalp dit que le film est fun pendant 1h30, 2 heures. Mais justement, non, c'est que le film va pas jusqu'au bout de son propos, et au final, moi, j'ai trouvé ça assez chiant par moment, quoi. Il y a une histoire d'amitié qui est traitée super sérieusement, complètement en décalage du reste. Moi, ça m'a complètement, je sais pas, sorti du film. J'en avais rien à foutre, même du trio amoureux. Enfin, je sais pas. On dirait qu'il assume pas complètement d'aller dans le grotesque, d'aller dans le vulgaire, et qu'il se sent quand même obligé d'instaurer une espèce de dramaturgie pour élever son propos. Ouais, c'est exact. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais justement, c'est exactement ça. C'est que Ringo Lam, il se refuse d'aller complètement dans la caricature. Il s'y refuse. Ouais, mais du coup, ça casse ça casse le propos même, quoi, je trouve. Et du coup, ça énale complètement ce qu'il essaye de faire, parce que moi, par exemple, la première demi-heure, c'est la partie du film que j'adore vraiment, quoi. Genre, la première demi-heure, c'est du grotesque non-stop. La partie du braquage, c'est juste génial. Et après, quand tu te rends compte que les personnages, ils sont plus profonds, moi, il y a un truc qui me dérange. C'est pas le fait de donner de la profondeur aux personnages qui me dérange. Moi, on dirait que ça vient comme justification par rapport à une espèce de, je sais pas trop comment expliquer ça, comme s'il voulait rester cohérent avec son œuvre, et ça fait forcer, quoi, au final. Après voilà, comme je dis, je comprends tes reproches, parce que le pire c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, le côté d'un côté on va dans la caricature, mais en même temps on essaye d'être profond. Il y a un côté et c'est un film complètement contradictoire. Là, ça c'est un film, je pense, qui a été pensé comme ça, c'est-à-dire qu'il veut à la fois être vulgaire mais profond. Tu vois c'est un peu l'ambiance, c'est un peu l'équilibre, le côté casse-gueule du film. Et c'est aussi quelque chose que tu peux faire qu'à Hong Kong. Je pense que c'est un film que tu pourrais pas faire aux États-Unis, que tu pourrais pas faire ailleurs, parce que ça marcherait pas. Là en l'occurrence, parce que justement c'est Hong Kong, parce que c'est une façon différente de faire du cinéma, je trouve
que dans ces contradictions, il y a une certaine forme d'équilibre. Après, comme dit, là, pour le coup, je comprends parfaitement tes reproches. Je comprends que on trouve ça que ça colle pas. Mais de mon point de vue, je trouve que au-delà d'une simple série B bourrine, c'est un film qui pour moi cumule les niveaux de lecture. Tu peux vraiment le voir de plusieurs façons différentes. Et c'est ça qui est vraiment super bien avec Full Contact. Je suis pas allé aussi loin que toi, moi, Jed. Oui, non, parce que voilà. Je me suis arrêté au premier niveau de lecture. Hein. Oui, mais ça j'avais compris. Non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est un film, à mon sens, plus intéressant qu'il en a l'air. Justement, j'aurais préféré qu'il aille dans la série B jusqu'au bout et qu'il essaye pas de se rattraper en rendant son film plus sérieux. Je trouve que ça aurait fait quelque chose justement de plus beau. Un film qui se termine par une punchline où on dit branle-toi en enfer, je trouve pas que ce soit un film très sérieux, quoi. Oui, bien sûr, mais bon, tu peux pas nier quand même qu'il y a pas mal de passages comme tu dis. Oui, bien sûr, ça je suis d'accord. Ouais, on va passer à 1994 avec le Temple du Lotus Rouge. Essayez de dire qui nous en parle là. Le Temple du Lotus Rouge, un film un petit peu polémique, pas pour les raisons qu'on pense, mais un film dont on a souvent dit à tort qu'il avait été réalisé par Tsuyark. Pourquoi donc? Parce qu'il s'agit d'une production Film Workshop. Et on sait que Tsuyark, en général, c'est pas le genre de producteur qui aime rester assis sur sa chaise et regarder le travail des autres. Non, c'est un gars qui est très interventionniste, qui est parfois très chiant, de l'aveu de nombreux réalisateurs qui ont pu bosser avec lui. Et bizarrement, celui-là, c'est un des rares films dont Tsuyark renie totalement la paternité, c'est-à-dire qu'il a dit je n'ai fait que mon travail de producteur, que Ringo Lam il a assuré le tournage à 100%, et que finalement au début il voulait donner un coup de main, il pensait que Ringo Lam saurait pas vraiment réaliser un film en costume, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'il change totalement de registre. Mais pour autant, c'est pas une commande, c'est pas totalement une commande, puisque Ringo Lam depuis des années, il rêvait de tourner un film en costume, il avait jamais eu l'occasion d'en faire un. Et comme Full Contact, ça l'avait grillé, mais à un point, c'est-à-dire que Full Contact, c'était plus qu'un échec, c'est-à-dire que le film il est resté une semaine en salle à Hong Kong. Donc c'est vraiment un truc, un four abominable, un truc qui peut te griller une carrière. Et donc voilà, comme il est pote Tsuyark avec Ringo Lam et que ça le faisait chier de le voir un petit peu au chômage, il lui propose ce projet qu'à la base il aurait dû réaliser. Et donc Ringo il prend les commandes du projet et finalement il se rend compte que Tsuyark il se rend compte qu'il est totalement capable d'assurer le film lui-même, et tu le sens tout de suite. C'est-à-dire que dans la façon de filmer, ça ressemble pas du tout à une production Film Workshop, parce qu'on sait que Tsuyark en général il aime bien pencher la caméra dans tous les sens, faire des mouvements de caméra ultra rapides, des expérimentations, j'en passe et des meilleurs. Là au contraire, le travail il est très posé, les plans on dirait parfois des tableaux, mais c'est surtout la construction du film et les petits détails qui s'amusent à caviarder. C'est-à-dire que Ringo Lam, c'est un gars qui est profondément athée, c'est un gars qui, quand tu l'écoutes en interview, c'est un gars qui ne croit en rien. Et ce film-là, c'est un film totalement athée, puisqu'il décide de faire du personnage joué par comment il s'appelle, c'est un acteur qui a pas joué dans beaucoup de films, il s'appelle je crois Willie Chi, voilà, Willie Chi il s'appelle, qui joue le rôle de Fung Sayuk. Fung Sayuk dans la mythologie chinoise c'est qui? C'est un héros religieux laïque qui vient du temple de Shaolin et qui dit les religions, tout ce qui dit truc prêtre, il y a la question de la sexualité qui se pose. C'est en général on est chaste, et là dès le début le mec il y va fort sur les symboles sexuels, c'est-à-dire qu'il rencontre une femme, il lui touche les fesses accidentellement, après il recommence, il lui touche les seins, et le film d'abord on se croit que c'est une simple blague, une petite blague à 2 balles, et plus le film avance, quand on va rentrer dans le temple, et plus on va se rendre compte que le film est justement très posé sur cette question-là. Ringo Lam, il va très très loin dans cette idée de finalement s'amuser à corrompre des hommes de foi, c'est-à-dire de les montrer finalement comme des hommes avant tout, parce que les moines ils ont beau être centrés sur la religion, ça reste des hommes avant tout, et c'est ça qui est vraiment bien dans le temple du Lotus Rouge. C'est pas juste une histoire de temple avec des pièges, avec un méchant qu'il faut tuer façon Super Mario comme on a pu le dire notamment dans HK Magazine. Le film, encore une fois, il a aussi ce côté à double lecture que tu n'as pas dans les autres films de Ringo Lam. C'est-à-dire que tu peux le voir d'un côté comme un simple Wuxiapian vraiment sombre, fun, avec vraiment plein d'idées complètement fucked up, qui d'ailleurs quand tu dis
tu vois le Temple du Lotus Rouge, tu te dis ouais effectivement c'est une production Suark qui a apporté des idées, mais dans la façon dont c'est filmé, dont c'est cadré, dont le film est pensé, finalement on sent que Ringo il a contaminé le bébé de Tsuyark de l'intérieur. C'est-à-dire que les personnages sont complètement débauchés. Je crois que le méchant du film, c'est effectivement un ancien moine qui a décidé de se créer un empire, un truc de terreur où il peut donner libre cours à ses pulsions. Il va également débaucher d'autres moines à qui il va offrir de la bouffe, des femmes. Vraiment un récit quand même très subversif, très osé pour un pays qui en général aime pas trop titiller la question de la religion. Et donc là-dessus, c'est un film qui va très loin sur ce sujet-là. Également, pareil dans la construction, l'inspiration visuelle du film, on a l'impression que c'est un film d'horreur, quoi. C'est t'as des plans, des scènes qui sont littéralement inspirés du cinéma gothique. Même si on sent d'ailleurs que le film, je pense, de mon point de vue, a dû inspirer indirectement Tsuyark, puisque l'année suivante, il fera Dr. Wong et les pirates, qui aura aussi droit à sa scène de caverne ultra longue, assez sombre, avec vraiment ce côté voilà très nihiliste. Mais ce qui est aussi intéressant encore dans le Temple du Lotus Rouge, c'est la façon dont les combats sont filmés. Les combats, d'habitude, à cette époque-là, c'était du câble à gogo, la caméra qui virevolte dans tous les sens, un montage souvent très frénétique, où on a l'impression que les acteurs ne se touchent pas. Ça, on entend les brutales, on a l'impression que c'est plus de la danse, de la chorégraphie, plutôt que du vrai combat. Là, au contraire, le montage, les chorégraphies mettent réellement l'accent sur la violence. Il y a des inserts à chaque fois. Dès qu'il peut faire un insert violent, il y est. Ah voilà. Et ouais, genre la première scène, le premier mort, c'est un gars qui est quand même coupé en deux, quoi. Il lance l'épée et t'as le gars, il est tranché en deux. Et c'est sec, c'est raide, c'est vraiment, c'est enfin un Wisapian sorti à une époque où voilà le genre était très formaté, qui arrive à mon sens à émerger de la masse, à ne pas être comme les autres, à avoir un vrai fond, à avoir une direction artistique qui est pour moi absolument magnifique, même si je pense que le budget a pas dû être vraiment énorme. Et c'est encore une fois la preuve que Ringo Lam, il arrive à s'adapter à différents genres. Il n'est pas que centré sur le polar. Dès qu'il peut transformer un genre et l'adapter à ses obsessions, il le fait. Et ça, pour moi, c'est la preuve la plus flagrante que ce gars-là, il peut vraiment tout faire. Moi, je rajouterais juste que depuis 30 ans, on nous saoule avec des films qui sont les dignes héritiers d'Indiana Jones et le Temple maudit. Tous les mois, on a un film, c'est Indiana Jones et le Temple maudit. Le seul digne héritier de Indiana Jones et le Temple maudit, c'est le Temple du Lotus Rouge. Ouais, voilà. Là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, parce que là, encore, en plus d'avoir le côté ludique, le côté, voilà, les pièges et tout, encore une fois, la caverne, tout ça, il y a plein de trucs allégoriques dans le film que tu sens pas forcément les premières fois que tu le vois, mais quand tu commences un petit peu à piger comment l'âme il fonctionne et comment il aime bien titiller certains sujets, tu dis qu'effectivement, finalement, t'as l'impression que c'était le sujet rêvé pour lui, c'était vraiment le film qu'il devait faire, quoi. C'est évident. C'est pas un film, comme on a pu le dire, réalisé par Tsuyark, il aurait jamais pu faire un truc comme ça. Je le pense. Hein. Ok, bon, on va passer maintenant à la période américaine de Ringo Lam, et on va parler en vrac de Risque Maximum, de Répliquant et de In Hell, et c'est Stal Kessicola. À l'époque du débarquement, entre guillemets, des réalisateurs hongkongais, il fallait tourner avec Van Damme. C'était la condition sine qua non. Et donc Ringo Lam l'a fait. Moi, les Van Damme, c'est donc les premiers Ringo Lam que j'ai vus. Je me souviens en interview de Van Damme qui disait qu'il travaillait avec le plus grand réalisateur hongkongais. Je me disais qu'il se foutait de ma gueule. Parce que moi, Ringo Lam, je le connaissais pas. Et puis, quand j'ai vu Risque Maximum, ça m'a pas plus marqué que ça. Enfin bon, ça reste quand même du bon Van Damme, Risque Maximum. Parce que bon, les films de Van Damme, faut dire ce qui est. C'est calibré, ça propose pas grand chose, et donc là, le talent de metteur en scène de Ringo Lam fait que c'est plus intéressant que la moyenne. Et en plus, il se permet même de réussir, il réussit à coller à chaque fois ses thématiques, mine de rien. Donc, peut-être pas dans Risque Maximum, mais dans les deux suivants, si, on retrouvera vraiment sa patte. Donc, Répliquant, qui est le meilleur Van Damme de Ringo Lam, ou Van Damme, bon, alors, on peut dire que c'est Van Damme en acteur studio, parce qu'il joue Van Damme bébé et Evil Van Damme. Enfin,
c'est conceptuel, quoi. C'est spécial de voir Van Damme faire le chien, et Van Damme avec des cheveux longs et bruns. Enfin, c'est spécial, mais après, l'interprétation est pas spécialement mauvaise. Ouais, il est plutôt crédible, mais c'est pas pour ça qu'on va retenir. C'est quand même, encore une fois, le talent de metteur en scène de l'âme. Et puis, le côté, j'en fais baver à mon personnage principal. Autant dans Risque Maximum, ça se voit pas spécialement, mais alors dans Répliquant et In Hell, Van Damme, il va en prendre plein la gueule pendant tout le film, quoi. Il est rabaissé plus bas que terre, il est traité comme un chien, dans le In Hell, il bouffe de la merde. C'est nihiliste comme tout le reste de la carrière de Ringo Lam. Et donc Répliquante, c'est un postulation SF, ça sera le seul film SF de Ringo Lam, et il s'en sortira pas trop mal. En plus, il y a Michael Rooker. Franchement, Répliquant, c'est facilement top 3 des Jean-Claude Van Damme, qui, je répète, ne veut pas dire grand-chose en soi, vu qu'il y a que trois bons films avec Van Damme. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, tu mets pas Bloodsport dedans, donc il vaut rien ton top 3. Non, tu veux pas qu'on parle de Bloodsport et de ses combats de mamie, quoi. Voilà, non, parce que ouais, on va dire que on essaie de nous vendre, on nous a vendu Jean-Claude Van Damme comme un artiste martial. Ça reste un gars qui sait faire le grand écart et mettre un coup de pied latéral. C'est tout ce qu'il fait dans tous ses films. Donc au bout d'un moment, ça fait 15 films qui te met le même coup de pied, qui te fait le même grand écart dans toutes les positions. T'as envie de lui dire, c'est bon, on a compris l'escroquerie, on voit que tu sais pas te battre, passe à autre chose. Et donc voilà, c'est pour ça que Répliquant, Risque Maximum et In Hell, c'est bien, c'est mieux, parce que ça se repose pas sur les capacités martiales de Jean-Claude Van Damme, vu qu'il n'en a pas. Tout simplement. Donc In Hell, c'est du film de prison. Quelles sont les pires prisons qu'on peut avoir à l'écran? Les prisons russes, ma foi. Et là, c'est la fête du slip. Hein. Les prisons russes, c'est comme dans... c'est le goulag. Merde. Voilà, comme j'ai zappé le film avec Scott Adkins, Invincible. Donc voilà, il y a des gros méchants russes, et puis il y a des concours de baston au milieu, où faut se taper sur la gueule. Et au début, Van Damme, il veut pas se taper, parce que voilà, il est pas là pour ça, et il a tué le meurtrier de sa femme, mais il a été emprisonné à tort. Il veut pas se battre, il veut se laisser mourir même. Et puis non, c'est Van Damme, il va quand même se battre. Donc là, pas de karaté, c'est du combat, du free fight, c'est bourrin. Et tu vois que ça, c'est déjà en fait, c'est plus en rapport avec son physique, parce que c'est pas un freluquet quand même, Van Damme. Surtout qu'avec l'âge, il est devenu plutôt massif, et ça. Il est super crédible là-dedans. Enfin voilà, c'est du film de prison comme on en voit des tonnes. Donc il y a le gentil prisonnier, il y a les méchants gardiens, il y a le pote, après il y a les méchants prisonniers qui sont là pour foutre la merde. Il y a le méchant directeur. Enfin c'est par rapport au reste de la filmographie de Ringo Lam, c'est très manichéen, mais c'est pas déplaisant. Donc si on veut regarder un bon Ringo Lam, je les conseillerais pas. Si on veut regarder un bon Van Damme, oui, c'est à voir. Ouais, bon, t'es un petit peu, moi je trouve un petit peu dur quand même sur Risque Maximum. Moi, c'est vraiment mon Ringo Lam américain préféré, parce que finalement, c'est celui qui lui ressemble le plus par rapport à ce qu'il faisait à Hong Kong, c'est-à-dire le côté action, vraiment où t'as l'impression que c'est pas chorégraphié, alors qu'en fait c'est très chorégraphié, c'est vraiment du close combat, quoi. C'est vraiment ça. Et tu vois déjà, pour une fois de la part de Van Damme, qu'il essaye enfin de faire autre chose. Voilà, qu'il essaye enfin de jouer, c'est ça le truc. Bon, après, faut dire que ce qui jouait en sa défaveur, c'est que c'était encore l'époque où il était sous coke, il était ingérable. Donc, tu vois, encore dans Risque Maximum, il patauge encore. Effectivement, ce sera moins le cas dans Répliquant et In Hell, où là, effectivement, le principal intérêt justement de ces films-là, plus que d'être des films de Ringo Lam, c'est justement de montrer que Van Damme, quand il est bien dirigé, mais quand il est vraiment bien dirigé, il peut être vraiment très bien. Et d'ailleurs, même Ringo Lam, il le dit lui-même, c'est un truc qu'il met toujours en avant dans tous ses films. C'est-à-dire qu'il lui s'intéresse plus aux acteurs qu'à la technique avant tout. C'est-à-dire que si je crois, il disait même dans une interview, je crois que c'était pour HK Vidéo, il lui posait la question, pourquoi vous avez tourné plusieurs fois avec Van Damme, alors que John Woo et Tsuyark disaient que le mec, il était insupportable, qu'il retravaillerait plus jamais avec lui. Il dit c'est simple, c'est que moi, quand je travaille avec un acteur, j'ai besoin de bien m'entendre avec lui. À partir du moment où je m'entends bien avec lui, il y a aucun problème. Et donc en l'occurrence, Ringo Lam, je crois pas me tromper en disant que c'est un des meilleurs potes de Van Damme, puisqu'ils ont travaillé plusieurs fois ensemble et a priori ils sont toujours en contact. Et effectivement, c'est lui qui va lui ouvrir la voie, lui dire voilà que t'as du potentiel, t'es capable de faire des trucs bien. Et malheureusement, c'est un peu dommage, c'est que
Ringo Lam parle à la fin, c'est limite devenu le réalisateur attitré de Van Damme. Quand tu vois la décennie 2000, à part les Van Damme, il a pratiquement rien tourné, quoi. C'est ça qui est un petit peu désolant quelque part. Même si comment dire, je veux pas dire du mal de Van Damme, je l'aime bien, mais je pense que c'est un réalisateur qui mériterait quand même mieux que ça, quoi. Ok, ben on passe à 1997 et Full Alert, et c'est moi qui vais en parler. Donc ouais, Full Alert, je cache pas que c'est le meilleur Ringo Lam en ce qui me concerne. C'est un film qui emprunte énormément à deux cinéastes américains que j'adore. Tout d'abord à Michael Mann, je trouve, pour la confrontation urbaine et un petit peu le jusqu'au boutisme des personnages. Voilà, ils vivent que pour ce qu'ils font et sont déterminés. Et un peu comme Heat, il y a une espèce de recherche un petit peu sur ces deux personnages qui est assez intéressant. D'ailleurs, on a le même traitement vis-à-vis du cambriolage où on suit de façon égale quand même les deux personnages sans une once de manichéisme. Et on a également pas mal un ton qui rappelle Friedkin avec cette fin tragique et désespérée qui est pas sans rappeler un petit peu To Live and Die in LA. Comme chez Friedkin, ici les personnages sont assez imbus d'eux-mêmes et très sur deux au final, et ce qui mènera un petit peu à leur perte. Ici, c'est pas trop le côté flingue qu'intéresse l'âme. On n'est pas chez To ou chez John Woo. Ici, c'est clairement les personnages qui sont mis en avant, ainsi un petit peu que leur mélancolie qui retranscrit assez bien à l'aide de la musique qui donne limite un petit ton crépusculaire au film, je trouve, par moments d'ailleurs, notamment la fin. Le casting, moi je le trouve génial. Bon, je suis pas un grand fan de Chow Yun-fat, donc je suis content de pas le voir ici. Ici on a Francis Ng qui joue son rôle fétiche de petite frappe assez refermée sur lui-même et qui est confronté à Kim Gun-lo, voilà, j'aurais essayé, en flic absorbé par son métier et qui rejouera un nombre incalculable de fois dans le cinéma HK et notamment chez Johnny To. Voilà, bon, pour moi au final je cache pas que c'est le chef-d'œuvre de Ringo Lam, mais c'est une honte d'ailleurs qu'il n'y ait toujours pas d'édition française pour ce film, hélas. Ah ouais, franchement là-dessus, je suis assez d'accord, hein. Surtout que HK Vidéo, il l'avait sorti à l'époque en VHS et comme par hasard, ils l'ont pas ressorti en DVD, quoi. C'est vraiment d'un ridicule, quoi. Donc il faut savoir que Full Alert, c'est donc le film qu'il a fait tout de suite après Risque Maximum, parce il a pas aimé tourner aux États-Unis, puisqu'il faut savoir que Risque Maximum a été coupé d'environ 20-30 minutes. Il faut le savoir parce que c'était Van Damme dans une interview, il expliquait que le film était loin d'être un truc 100% action. Il avait fait pas mal de scènes, notamment à Little Odessa, où il essayait vraiment d'approfondir quelque peu ses personnages. Et donc ça l'avait vraiment énervé parce qu'il pensait qu'en allant aux États-Unis, il allait éviter quelque part le torrent de la rétrocession, parce que c'était clairement une époque où tous les réalisateurs, ils avaient peur de perdre plus ou moins leur indépendance. Et finalement, il est revenu au pays. Et on se rend compte que non seulement il n'a pas perdu son indépendance, mais il réalise également son meilleur film depuis très longtemps. C'est incroyable. Parce que justement, il profite justement de ce climat ambiant qui est complètement désespéré, complètement frénétique, pour réaliser justement un film qu'il est complètement, c'est un film complètement un art complètement destroy. Je veux dire, les personnages, même s'ils ont encore un semblant d'humanité, tu te dis qu'à la fin, il n'y a pas grand-chose qui peut les sauver. Et même si la fin se termine sur un pseudo happy end, pour moi, les personnages. Attends. La fin. Ouais, je voulais dire un pseudo happy end. Ah non, il y a même pas de. C'est un pseudo. Ouais. Non, c'est pas un happy end. Non, c'est pas un happy end. C'est nihiliste au possible. Ni un pseudo, il y a pas un pseudo. Oui, non, mais on s'est compris quand je dis pseudo happy end, c'est genre paf, il a réussi à tuer, enfin il a réussi. Mais non, il se suicide le mec, il avait pas réussi à le tuer, il se suicide. Oui, non, mais je veux dire, le méchant, voilà, il doit arrêter, voilà. Oui, mais non, mais c'est pas. Oh, tu vas loin là quand même. Arrêtez de pinailler sur les termes. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas. Non, mais il y a pas de gentil méchant dans le film de toute façon. Parce que moi, perso, le flic, je trouve que c'est le connard du film, quoi. Il est pas attachant, il est NG. Après NG, il est pas spécialement attachant aussi, mais il est pas détestable. Alors que le flic, il a quand même un côté vraiment connard. Enfin, il y a une scène, toute la scène de poursuite où il va retrouver son pistolet dans les ordures et tout ça, et il va shooter un passant dans la rue quand même, hein. Et après, tu vois que il y a un laps de temps où tu sais pas ce qu'il va faire, c'est je continue ma poursuite ou je m'occupe du gars que je viens peut-être de tuer. Tu vois, alors bien sûr, c'est parce que c'est le flic obsessionnel dans toute sa splendeur, mais ça lui donne forcément un côté gros connard, et à la fin, t'as pas spécialement envie qu'il réussisse à arrêter Francis Ng. Tu te dis pas, ouais, faut qu'il réussisse, c'est le but du film. Non, le but du film, c'est de voir jusqu'où va aller leur confrontation. Après, tu peux avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais à aucun moment,
Ouais, il y a clairement. un pseudo happy end, il y a pas de pseudo happy end. Putain, à la fin, t'as toute la misère du monde, quoi. Ouais, non, clairement, moi je trouve que c'est une grande réussite. Hein. Ça a rien à envier à Melville ou à Mann qui ont fait 2 chefs-d'œuvre sur le même sujet et ça a pas à rougir de ces 2 films, hein, je trouve. Puis là, il arrive bien à faire ressortir toute cette ville crasseuse. Enfin, t'as pas envie d'y aller, quoi. C'est dégueulasse. Le nihilisme du film, t'en as Ah bah à la fin ça passe forcément, par quoi. les égouts et puis ensuite ça finit dans une espèce de ruelle complètement crados, donc y a rien de. Ouais, et éclairé de façon limite, voilà, limite comme un film d'horreur, quoi. On est Hmm. carrément dans le cinéma fantastique à la fin. Ah, c'est pas du Johnny To, là. Il y a rien de flamboyant, il y a rien de visuellement beau, mais tout est travaillé parce que ce côté dégueulasse, tu sais que c'est ce qu'il veut mettre en avant, et voilà, il le fait à merveille. Full Alert, c'est un film, tu te demandes pourquoi c'est pas plus connu, parce que Full Alert, à part ceux qui regardent du cinéma asiatique, et encore une minorité, personne ne connaît ce putain de film. Alors C'est que ça. c'est un putain de polar, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon polar, c'est à voir, ça a pas, enfin, on peut préférer Hit, parce que voilà, c'est vrai que Hit, ça atteint un niveau de mise en scène assez monstrueux, mais ça a pas à rougir de Hit, quoi. Carrément pas. Et quand tu dis ça, tu te dis, putain, mais t'as envie de le voir, le film. Non, clairement, mais bon, attends, comme on a dit, c'est la distribution, quoi. HK, ils ont fait quoi? Ils ont sorti 3 films de Ringo Lam, si je dis pas de conneries. Il y a quoi? Il y a le Temple du Lotus Rouge qui est dispo, il y a Full Contact, et puis maintenant Toon Dragon, quoi. Et le point de non-retour aussi. Enfin, Touch and Go, le truc avec Samu. Donc bon, c'est vrai Et que c'est un peu. les 2 Prison on Fire aussi. Ouais, les 2 Prison on Fire. Après, je sais pas si c'est un problème de droit ou autre, mais c'est vrai que c'est bizarre de voir des films comme School on Fire, City on Fire ou Full Alert qui sont quand même des grosses réputations quand même pour ceux qui aiment le cinéma HK. Enfin bon, on peut parler il y en a plein des films dans ce cas-là. Hein. C'est pas que des films de Ringo Lam, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant cette Donc histoire. voilà, il faut vous acheter un lecteur et vous mettez à l'import. Il y a pas d'autre solution. Surtout que le DVD HK est pas dégueulasse, et si je dis pas de conneries, les zones Pourquoi? 2. Ah non, Full Alert? Full Alert, Full Alert. il est Full horrible. Alert, c'est un DVD anglais, il est dégueulasse de chez dégueulasse. Non, non, moi j'ai pas le DVD anglais, j'ai le DVD HK. Ah bon? Ouais, j'ai le DVD HK. Putain, j'ai un Et le DVD DVD. HK est un peu moins dégueulasse, je crois, et il est toute zone et sous-titré anglais, donc il passe un peu mieux. C'est vraiment, par contre, ouais, c'est une honte, un DVD comme ça. Bon, allez, on va passer à 1998 avec The Suspect, et c'est Scap qui va nous en parler. Alors, et encore une fois, comme Guerre de l'ombre, il nous refait une sorte de thriller d'espionnage mixé à un gros morceau de film d'action. Alors, je sais que Jet va pas être d'accord à ce que je vais dire, mais tant pis. Donc, toute la partie espionnage avec un pseudo contexte politique est pas inintéressante, mais si inintéressante, quoi. C'est pas, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Puis même, j'ai pas l'impression que Ringo Lam, ça l'intéresse plus que ça, cette histoire. Il a envie très rapidement de tout faire exploser, et dès qu'il pourra tout faire exploser, bah il va le faire. Donc ça nous donne des scènes d'action monstrueuses avec des hélicoptères qui explosent, une scène de guérilla urbaine comme on n'en voit pas souvent, et c'est fun, mais moi je trouve pas que le contexte politique prête à partir dans des extrapolations monstrueuses. C'est une version hongkongaise de Shooter avec Marky Mark, grosso modo. Mais franchement, quoi, c'est ça l'histoire, Putain, grosso modo. comment tu rabaisses les films, quoi. Je rabaisse pas les films, mais je dis Attends, moi j'aime bien. on parle de Rigolab, tu compares un truc avec Mark Wahlberg, attends, et on mélange pas les torchons et les serviettes, hein. Alors, j'aime bien Shooter avec Marky Mark, il est très bien. Et donc voilà, c'est ça. Moi, le film, ça me fait penser à ça. Il y a des scènes, c'est marrant, c'est bien joué. Enfin, Louis Koo est super bon. Simon Yam aussi. La première confrontation avec Louis Koo et Simon Yam est un bon gros morceau d'acteur. Il y a un personnage, je sais plus le nom de l'acteur, le personnage qui joue l'ancien pote de Koo. Il est super bon l'acteur. Et il y a la fin. Alors que bon, le gars nous est montré comme un enculé pendant tout le film, parce qu'il veut tuer son ancien pote quand même, la fin t'arrives quand même à avoir de la tendresse pour lui, pour éprouver des regrets, alors parce que je sais pas, c'est super fort là-dessus, Ringo Lam, pour que t'aies du ressenti pour des personnages alors que tu devrais pas en avoir. Ça c'est un truc que t'as souvent chez lui. Et voilà, donc ça fonctionne super bien, mais après tout ce qui est contexte, Simon Yam qui veut devenir président des Philippines ou je sais plus quoi, ouais, c'est pas JFK, quoi. Tu vas me sortir Costa Gavras, exagère pas non plus. Super, t'as vu deux Costa Gavras, donc ouais. Non, mais, je sais, mais je sais pas où c'est que t'as vu un contexte politique bien exploité. Il a un contexte politique pour raconter son histoire, et c'est tout, il s'en sert, c'est pas passionnant,
on s'en fout de toute cette histoire politique avec un gars politique qu'il faut tuer, avec Simon Yam qui est là, qui veut devenir président, on sait même pas de quel pays il s'agit. Enfin voilà, c'est pas l'intérêt du film. L'intérêt du film, bah voilà, c'est de tout faire péter en guerrier. Voilà, tu rabaisses encore une fois le cinéma de Ringolam, c'est bien. C'est pas juste des films. Non, mais toi, l'intérêt, tu retiens que le côté action de ces films. Je pense qu'il y a d'autres qualités, au contraire. Et c'est pas autant quand tu parles du temple du lotus rouge, machin, que tu vois, il y a plein de trucs. Ok, il y a pas de souci. Là, tu peux pas dire que c'est un truc qui se veut politique. C'est pas politique pour un sou. C'est le contexte politique, il l'a pris parce qu'il s'est dit que ça serait cool de faire un film comme ça sur une île. Il pourrait avoir des hélicoptères. Il aurait on voit des pays qu'on voit pas souvent. Bah voilà, c'est pas l'intérêt. Hein. Tu vois que c'est pas l'intérêt. Enfin, je sais pas. Moi, je vois pas un truc. Et justement, le récit, il est fluide. Il y a pas de fioriture. Il y a pas besoin non plus d'en faire des couches. Au contraire, moi, je trouve que le film, il est suffisamment crédible. Il se tient en tant que tel. Il y a pas, je dis pas que le film, il est ultra détaillé, que le scénario, il a demandé 10 ans de recherche. Je trouve que en tant que tel, ça fonctionne grave. C'est pas. Tu vois, dans ce genre de film qui essaie de mélanger action et politique, tu vas pas me dire qu'il y a beaucoup mieux que The Suspect. Il y en a pas des masses. Je sais pas, ça existe des films comme ça? Enfin ouais, après, moi, The Suspect, j'ai bien aimé, hein, j'ai passé un bon moment, mais je trouve que tout ce qui est pour donner le contexte politique, c'est juste un contexte qui est pas plus intéressant que sauver un bébé ou sauver un orque ou voilà, c'est qu'il lui fallait un contexte, il a dit on va faire ça, on va tuer un homme politique, on va mettre Simon Yam et voilà, c'est ça, il le traite pas, il s'en fout. C'est pas ce qui l'intéresse dans le film. Et ce qui l'intéresse, c'est d'avoir encore une fois un personnage lambda qui va être au cœur des emmerdes, qui va devoir se démerder pour sauver sa peau. C'est ça qui l'intéresse, Ringo Lam. C'est pas raconter il a une prise de pouvoir aux Philippines. Ouais, bon, voilà, je suis pas spécialement d'accord. Bon, après, ceci dit, je l'ai pas revu depuis 2 ans, donc j'ai plus non plus le film très très frais dans ma tête. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est surtout le côté encore une fois après le film il a fait à Hong Kong, Full Alert, il a de nouveau le désir de vouloir s'exiler, mais il reste dans le cadre de l'Asie, et en allant aux Philippines, tu te rends compte que le mec avec un budget minime, il arrive à te faire des scènes de malade. Je crois que je me rappelle d'une scène avec une évasion, enfin je sais plus si c'est une évasion, mais avec un hélicoptère sur un pont et tout, et c'est un truc vraiment vachement énorme, vachement lourd d'un point de vue logistique. Et ça, c'est ce genre de setup que je trouve vraiment fort, quoi, parce que on pourrait s'attendre à ce que, en revenant au pays, il refasse des films plus petits que ce qu'il avait l'habitude de faire, et au contraire, tu te rends compte que ça a pas entamé sa créativité, quoi, ça a pas entamé son envie de faire des films très variés dans les univers, parce que d'habitude c'est des univers très urbains, très poisseux. Là au contraire c'est plutôt tropical, ensoleillé, voilà, c'est limite un petit peu là où il est, c'est limite un endroit de carte postale, quoi. C'est un peu l'image encore que j'ai du film. Donc c'est une trilogie, parce qu'il y a encore le 3e film, Victime, dont j'avais déjà parlé, donc malheureusement on parlera pas ce soir. Mais moi je trouve que ce film-là il est quand même plutôt équilibré. Après, te focaliser que sur le côté politique, ma foi, hein, que veux-tu, hein, on n'a pas on voit pas le film de la même façon. Bah si, tu fais que le démonter. Ouais, la politique pour les nuls. Ouais, c'est pas un gamin de 2 ans, c'est pas du Costa Gavras. On s'en fout, Ringo, il veut tout faire péter. Oui, bon, voilà. Donc voilà, on finit là-dessus notre émission spéciale à Ringo Lam. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle émission qui sera consacrée cette fois-ci à Billy Wilder à l'occasion de la sortie en Blu-ray chez Carlotta de Fedora, mais on parlera également des sorties cinéma avec entre autres La Grande Aventure Lego, du Crocodile du Botsanga, Johnny Lover Left Life, d'un été à Osage County et de The Grand Budapest Hotel. Voilà, on vous rappelle également que vous pouvez nous retrouver sur le Twitter, le Facebook et le site de l'émission. Voilà, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
You're still here? It's over. Go home. Go.